les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer. On June 14, 1951, Remington Rand introduces... Bienvenue sur Fausse Radio, la vraie et unique radio. Bonjour et bienvenue sur Fausse Radio, la radio du lycée Lumière. Au programme d'aujourd'hui, on commencera tout d'abord avec Fausse Question, qui sera sur les éco-délégués, présentée par Valentine et menée par celle-ci, avec 3 élèves qui sont éco-délégués au lycée. Après Fausse Question, on aura Fausse Techno, qui est la chronique menée par Antoine, qui nous parlera de toute la problématique écologique autour de l'agriculture. Ensuite, nous aurons Fausse Report, qui sera menée par Pauline et Madame Bazot, ainsi que Valentine et... Et donc c'est surtout sur les addictions. Pour terminer, on aura Fausse Trouvaille que je présenterai avec tout l'engouement qu'il y a autour du decluttering et Marie Kondo. Pour connaître les vraies solutions, c'est sur Fausse Question. On va commencer par Fausse Question. Donc il y a avec moi sur le plateau Valentine, Arthur et Élise, qui les deux sont des élèves de Terminale L, ainsi que Mélinda qui est une élève de seconde 4. Bonjour Lilou, oui nous sommes dans la rubrique Fausse Question avec ici Élise et Arthur. Nous allons parler aujourd'hui du projet des créations des écoles déléguées qui a été mis en place en 2015 par le ministère de l'Éducation. Il est censé aider à la mise en œuvre du développement durable dans les collèges et lycées et donc le rôle d'un éco-délégué est d'informer les élèves pour les pousser à agir pour l'environnement. Ils peuvent les sensibiliser aux gestes quotidiens qui permettent d'économiser les ressources et lutter contre le réchauffement climatique, mais ils peuvent aussi organiser des actions comme des marches vertes et des collectes de déchets. Donc cette année, on compte 250 000 classes engagées. Aujourd'hui, avec nous en plateau, nous avons Mélinda, Élise et Arthur. Donc vous êtes élèves au lycée Lumière, respectivement dans les classes de seconde 4 et terminale L, et vous avez le point commun d'être éco-délégué. Donc j'ai quelques petites questions pour vous. Mélinda, tu t'es présentée comme éco-déléguée dans ta classe. Pourrais-tu nous dire quelles étaient tes motivations? Mes motivations étaient que l'écologie est assez importante pour moi et j'aimerais faire des actions pour améliorer l'écologie dans ce lycée. Et donc toi Mélinda, quels sont tes projets, tes idées? Mes projets à moi, ce serait d'organiser des marches, des mouvements pour que ça se fasse plus connaître et d'inviter des personnalités, des associations pour en parler, parce que je trouve que ça manque de communication dans ce lycée. Je voulais mettre en place un petit compost à la cantine avec tout le gaspillage qu'il y a. Mais en fait, il y a tellement peu de communication que j'ai appris par la suite qu'il y en avait déjà un. Et les élèves ne sont pas au courant. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de communication. On pourrait faire tellement plus avec ça. Et vous, Élise, Arthur, même motivation? Je suis plutôt sensible au sujet de l'écologie et du coup j'ai voulu m'engager pour essayer de faire changer les choses au sein du lycée, même si c'est par des petits gestes qui restent quand même importants. Alors j'estime que préserver la vie sur Terre et avoir un avenir en tant qu'adolescent c'est plutôt important, donc forcément s'engager dans l'écologie ça me paraît normal à notre époque. Donc oui, mes motivations c'est préserver un peu la vie, préserver la nature, les écosystèmes, etc. Élise, est-ce que tu as des projets, des idées pour cette année? J'avais pensé au niveau du tri de peut-être revoir le système des poubelles parce que en fait je trouve que c'est pas très clair et je sais que c'est le cas d'autres élèves. On ne sait pas vraiment dans quelle poubelle mettre tout ce qui se recycle ou pas, et même quand c'est indiqué, les gens ne respectent pas le code couleur. Du coup ouais, je trouvais que c'était peut-être important de revenir sur ça. Puis aussi au niveau des fumeurs, il y a des fumeurs dans l'établissement et beaucoup d'entre eux jettent leur mégot par terre, et du coup j'avais pensé que c'était peut-être important de mettre en place par exemple un système de cendrier de poche ou de juste sensibiliser à la pollution qu'un seul mégot engendre sur la nature. Et donc est-ce que les élèves sont au courant du temps qu'un mégot met à se dégrader? Certains oui, mais je pense pas tout le monde parce que c'est des chiffres plutôt choquants dans le sens où un mégot dans l'océan il va prendre 500 ans avant de disparaître et sur terre ferme il va prendre environ 12 ans avant de se désintégrer. Et vous Mélinda et Arthur, vous avez des projets en tête? Alors si on veut vraiment parler des problèmes, on peut... c'est plus un secret, on le sait, le système actuel, donc il est en train de détruire la vie sur Terre. Pour lutter, nous, ce qu'on peut faire déjà à notre échelle, si on veut être un peu extrême, c'est lutter contre le système. Ou alors, si on veut être un peu plus modéré, avec des éco-gestes, des gestes un petit peu individuels. Sauf que ça, pour que ça fonctionne bien, il faut que tout le monde s'y mette. Et pour que tout le monde s'y mette,
Ça passe par de la sensibilisation. Donc en tant qu'éco-délégué, ça va surtout être sensibiliser les élèves avec soit des conférences, des reportages ou alors même des affiches dans le lycée. Ça peut passer par là. Sinon, un autre problème qui peut être majeur, c'est qu'on est extrêmement hétéronome à la société. On n'est pas du tout autonome, que ce soit en nourriture, en eau, etc. Et donc on sait que si il manque de pétrole un jour, l'agriculture déjà peut s'effondrer et les magasins ne seront plus approvisionnés, etc. Donc ce qu'on peut faire nous à notre échelle, c'est déjà peut-être apprendre à certains élèves à devenir autonomes au niveau du jardinage, etc., permaculture, et ça peut être peut-être une bonne solution aussi pour préparer l'avenir. Et est-ce que tu penses que la mise en place des éco-délégués va permettre de sensibiliser les élèves aux problèmes climatiques, on va vraiment réussir à atteindre son but? Ça va être notre objectif principal. Si on est éco-délégué, donc justement, c'est peut-être essayer pour essayer de propager ces idées-là écologiques. Donc ça va être notre but en tout cas. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a forcément un problème, peut-être qu'on fait ça mal, mais on va essayer de tout faire pour réussir et d'essayer de convaincre le plus de gens à changer, à bouger, à essayer de lutter contre ça. Et Mélinda, est-ce que tu penses que le projet de mise en place des éco-délégués a suffisamment été pris au sérieux? Je trouve que cette année, pas encore assez, peut-être que dans les années à venir, plus. Quand on entend parler de ça dans les couloirs, c'est déjà arrivé que des élèves rigolent, trouvent ça ridicule, disent que l'écologie c'est pas si important que ça, alors que si, c'est important. C'est pour ça que j'espère que dans les années à venir, les élèves vont prendre ça plus au sérieux, et même pour les professeurs. Il y en a qui trouvent ça également ridicule, que c'est pas assez ancré chez les gens encore maintenant. Et je trouve ça très dommage. Du coup, je vous ai posé toutes mes questions. Merci d'avoir répondu et à bientôt. À bientôt. Plus besoin de faire le mécano. Fausse Techno est là pour vous cultiver. Nous venons de voir avec les propos des éco-délégués que le bilan climatique et écologique semble catastrophique, mais je suppose que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus par rapport à cela et peut-être nous donner une petite lueur d'espoir. Donc bonjour Antoine, c'est à vous. Bonjour Lilou, bonjour chers auditeurs. Pour cette première chronique Fausse Techno, je vais vous parler de boîtes. De boîtes pourquoi? De boîtes pour fraises. C'est un nouveau type d'agriculture qui risque de prendre le pas sur le modèle actuel. L'agriculture d'aujourd'hui est performante dans la production alimentaire, nous ne manquons de rien. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une surabondance, une répartition inégale des ressources? Oui Lilou, il y a une répartition inégale des ressources. En plus, elle a un impact énorme sur l'environnement et les populations proches des zones agricoles. Elle est la cause de pénuries d'eau chez les plus gros producteurs céréaliers qui sont les États-Unis, la Chine et l'Inde. D'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Iran et notamment le Mexique sont concernés car ils consomment beaucoup d'eau qui ne réapparaîtra peut-être jamais. L'agriculture est également le secteur le plus polluant, même si ses émissions carbone sont en baisse. Elle est la cause de la baisse de la biodiversité dans les pays comme le Brunei, l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo, à cause de la déforestation pour créer de nouveaux champs de plantes comme l'huile de palme et des amandiers. L'agriculture aussi crée des zones marines mortes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie marine dans les zones côtières, notamment entre la mer Baltique et la mer du Nord. Les sols sont pollués avec des métaux lourds, ce qui peut créer des terres stériles. Comme on vient de le voir, l'agriculture a un impact énorme sur l'environnement qui met en danger la biodiversité et le bien-être humain. Mais comment remédier à cela? Pour répondre à cette question, des individus ont eu l'idée de l'agriculture urbaine. Cela consiste à produire des aliments dans des villes. Ce mode de production est recommandé par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, et par l'Organisation de l'agriculture et de la nourriture, c'est-à-dire la FAO, pour les grandes villes comme Paris et New York, et pour des pays pauvres et des pays manquant d'eau potable. D'après la FAO, un jardin situé dans une ville peut produire 15 fois plus qu'un champ en province à surface égale. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'agriculture dans les conteneurs, idée développée par la start-up Agricool, dont le projet est le plus avancé pour l'instant en France. Depuis quand cette jeune pousse existe-t-elle? Elle a été fondée en 2015 à Paris pour produire des fraises. Leur concept est de faire pousser leurs fraises dans des conteneurs. Les plantes n'ont aucun contact avec le sol et ne voient pas la lumière du jour. Mais elles sont suspendues et elles sont éclairées par des LED basse consommation et ayant une longue longueur d'onde adaptée à la photosynthèse des plantes. Ils n'utilisent aucun pesticide, mais juste des engrais biologiques. Cela leur permet d'avoir des fruits d'une bonne valeur nutritionnelle et de bonne qualité. Les conteneurs sont alimentés électriquement par des fournisseurs utilisant de l'électricité d'origine renouvelable. L'eau utilisée en circuit fermé est stockée dans des bacs alimentés par des procédés de goutte à goutte qui coulent sur les racines des fraisiers.
L'eau n'ayant pas été absorbée par les plantes et remise dans les bacs, ce procédé leur permet d'avoir très peu de pertes d'eau. D'après le fondateur de la start-up, Guillaume Fourdinier, un conteneur de 33 mètres sur 2 mètres et demi produit autant qu'un hectare de champ agricole. Un conteneur produit 7 tonnes de fruits par an, ce qui équivaut à 60 barquettes de fraises par jour. Est-ce qu'une entreprise de ce genre est rentable économiquement? Cette start-up a une grosse croissance puisqu'elle accueille de plus en plus d'employés. Cela leur permet de conquérir des investisseurs qu'ils ont financés par exemple à hauteur de 20 à 25 millions d'euros. Quel semble être l'avenir de ce nouveau type d'agriculture? D'après la situation actuelle, l'agriculture grâce aux conteneurs a un bel avenir. On peut en déduire que des projets comme celui-ci peuvent être très intéressants pour des pays manquants d'eau ou de place comme la Chine. On y voit aussi une application probable dans le milieu spatial, car c'est une agriculture confinée et pressurisée, ne se souciant pas de l'environnement l'entourant. Donc peut-être que les conteneurs sont l'avenir de l'agriculture. Merci beaucoup Antoine pour cette belle chronique et on espère vraiment que ce type d'agriculture permettra à l'environnement et à toutes les grosses actions écologiques de prendre un peu plus d'ampleur. Bienvenue dans la rubrique Fausse Report, où l'on dégote des interviews extra fortes. Nous nous retrouvons maintenant pour la chronique Fausse Report, donc qui est menée par Valentine, Madame Bazot et moi-même. Cela traite des addictions. Donc bonjour Valentine, bonjour Madame Bazot. Bonjour. Donc l'équipe de Fausse Radio, notamment avec Pauline, a voulu se pencher sur la question des addictions à l'occasion de ce premier Fausse Report. Alors, qu'entend-on par addiction? Valentine, est-ce que tu peux nous donner la définition issue du site drogue.gouv.fr? Oui, bien sûr. Donc, d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Et pour être un petit peu plus précis, selon l'Institut nord-américain des drogues. Donc l'addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Donc lorsque l'on parle d'addiction, on pense en premier lieu à toutes les substances telles que le tabac, l'alcool, le cannabis, voire des drogues encore plus dures. Mais aujourd'hui, c'est la dépendance aux écrans qui est de toutes les conversations. Elle a notamment pour conséquence la modification du cerveau, en particulier chez les enfants dont le cortex serait prématurément aminci. Bonne ou mauvaise chose, les études ne se sont pas encore prononcées sur la question. Merci Valentine et Madame Bazot pour ces éléments généraux autour des addictions. Écoutons maintenant les personnes que nous avons interrogées à l'occasion de notre reportage. Bonjour, je vais vous interviewer pour les addictions. Bonjour. Alors, première question. Pensez-vous être addict à quelque chose? Oui, je pense un petit peu, oui. Quoi? Si vous êtes addict. Mon portable, je pense. Savez-vous ce que addict signifie? Je pense que addict, ça signifie une forte dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Ou... Quelle addiction connaissez-vous? Le tabac, l'alcool, les écrans, la drogue. D'accord, très bien. Que feriez-vous pour aider une personne addicte? Il y a des centres qui sont là exprès, je pense, pour les aider. Ce serait le plus simple, je pense. Oui, je pense aussi. Connaissez-vous des personnes addictes? Non, pas spécialement, non. D'accord. À quel moment peut-on se considérer comme addict? Quand on pense à plus qu'à une seule chose, l'objet de notre addiction, et puis qu'on s'éloigne un peu des gens ou de la vie entre guillemets normale, quoi, je pense. D'accord. À quel moment peut-on considérer comme addict? Mais comme je disais, quand on commence à s'isoler, et puis voilà quoi. Quand on dit addiction, quoi pensez-vous? À une forte dépendance quand même. D'accord. Alors, petite question. Pour vous, c'est quoi la plus petite addiction? Moi, je dirais la plus petite, je pense à la nourriture, je pense. Bah, figurez-vous que ce n'est pas ça. C'est l'alcool et le solvant, avec 4%. Et d'après vous, la plus grande addiction, ce serait quoi? La drogue. La drogue, donc? Oui, la drogue, oui. Ben, figurez-vous que ce n'est pas encore ça. C'est le tabac avec 32%. D'accord. Voilà, nous arrivons à la fin de l'interview. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions avec tant d'honnêteté. Si toi qui nous écoutes, tu penses avoir besoin d'aide, sache qu'il ne faut pas rester seul face à un problème d'addiction. Des personnes sont là pour t'aider. L'infirmière scolaire, tes enseignants, les CPE, l'assistante sociale et bien d'autres encore. En dehors du lycée, il y a la maison de l'adolescence, place du 8 mai à Luxeuil. Et si tu n'es pas prêt à en parler directement à quelqu'un, tu peux te rendre sur le site du filsantéjeune.com. Fausse trouvaille, c'est des idées en rafale.
Donc maintenant c'est à mon tour avec la chronique Fausse Trouvaille qui est du coup sur Marie Kondo et tout ce qui fait référence au decluttering et au désencombrement. Être plus éco-friendly, c'est commencer par réduire sa consommation personnelle, qu'elle soit alimentaire ou purement matérielle. Notre empreinte carbone en est amoindrie et en plus d'un épanouissement physique plus sain, on se sent mieux moralement. La technique KonMari de Marie Kondo, une japonaise spécialisée dans le rangement et le développement de soi, paraît donc adéquate pour se lancer dans la mode du decluttering ou désencombrement en français. Le but, se débarrasser de tous les objets en trop, ceux qui ne nous servent plus à rien. Les conséquences, un gain de place et beaucoup moins d'objets inutiles, donc une meilleure organisation, plus performante. Ces techniques peuvent paraître très naïves. Remercier son lieu de vie n'est pas chose commune, pas plus que remercier les affaires dont on veut se séparer. Dans son livre La magie du rangement, disponible au CDI si vous êtes intéressé, et la série Tidying Up with Marie Kondo, disponible sur Netflix, ces techniques sont efficaces. Elle nous apprend en quelques étapes à peine les différentes manières de rendre un espace de vie plus agréable et moins stressant. L'accumulation sur des années peut mener à des problèmes tels que le stress ou l'anxiété. Mais en suivant ces conseils, le presque minimalisme devient un jeu d'enfant. Dans notre société de surconsommation, nous ne possédons plus les objets, ce sont eux qui nous possèdent. Revenir à une petite quantité d'objets peut devenir nécessaire à long terme. Personne n'aime vivre dans un désordre sans queue ni tête. Il suffit d'un peu de courage, de l'aide de votre entourage si besoin, de quelques produits ménagers et le tour est joué. De nombreuses personnes se sont déjà prêtées au challenge et en ont tiré beaucoup de positifs. Le decluttering, c'est comme une renaissance. On vide le superflu pour y laisser l'essentiel. On pourrait faire pareil avec notre esprit. Peut-être que faire le tri dans ses affaires permet aussi de faire le tri dans ses pensées. Toutes les choses que l'on jette peuvent servir à d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous. Pourquoi s'embêter à les garder alors qu'elles ne nous servent à rien? À part prendre la poussière dans un coin d'une pièce et être le bourreau de notre petit orteil, ce meuble vétuste que tout le monde a probablement chez soi ne fait pas grand-chose. En le laissant à une association, c'est une bonne action de fête, en plus d'un accomplissement personnel assuré. Alors, emballé par la technique KonMari? Donc l'émission est désormais terminée. Je tenais à remercier notamment Antoine, Valentine et Madame Bazot qui sont avec moi sur le plateau, ainsi que Pauline qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui malheureusement, mais aussi Romain et Alexandre qui nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui est du montage et du mixage de l'émission. Et si vous avez quelque chose à rajouter, Valentine et Antoine, faites-vous plaisir. Merci Lilou, c'était super sympa cette première émission. Merci à toi Lilou de nous avoir présenté cette merveilleuse émission. C'est une très bonne expérience et j'espère qu'on va continuer comme ça. D'ailleurs, on va accueillir toutes les personnes pour notre prochaine émission qui devrait normalement pas tarder à sortir, on l'espère. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et à la prochaine sur Fausse Radio pour cette fois-ci de vraies informations.